Bonsoir à toutes et à tous. Notre après-midi de conférence touche à sa fin et nous allons aborder le dernier thème de la journée. Je vous rappelle que cet espace Agora est animé par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à travers sa filiale, la Banque de la transition énergétique. Elle propose donc un programme de conférence. Elle est en partenariat avec le Sommet de l'élevage sur cet espace. Et l'idée de ce programme, que vous pouvez retrouver sur les chaises d'ailleurs de l'espace Agora et un petit peu partout dans les espaces du sommet, eh bien, c'est d'aborder les thématiques en lien avec la transition énergétique pour les agriculteurs. On parle par exemple de photovoltaïque, on parle d'agrivoltaïsme, de méthanisation, d'empreinte carbone de l'entreprise agricole. Et donc tous ces thèmes sont traités par des experts techniques, des experts financiers qui viennent vous apporter des informations, des éclairages, des conseils, des témoignages. Voilà, donc je vous invite vraiment à nous rejoindre sur l'espace Agora pour la dernière conférence de la journée, qui est une conférence un peu bonus, moi je trouve, parce que finalement on va vous présenter une initiative collective qui, on l'espère, va vous inspirer. Elle nous vient du Rhône. Et c'est l'initiative d'une structure qu'on appelle une CUMA. Alors qu'est-ce que c'est une CUMA? C'est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Mais vous allez voir que la coopération et la mutualisation ne se limitent pas au prêt de matériel. C'est tout l'intérêt de ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc l'objectif d'une CUMA, c'est bien entendu l'entraide, la mutualisation, c'est d'arriver à développer des projets de grande ampleur qu'on ne pourrait pas faire tout seul. C'est tout ça l'intérêt d'une structure comme ça. Pour parler de cette initiative collective, je suis en compagnie donc de Manon Bossa, qui est directrice de la Fédération régionale des CUMA Auvergne-Rhône-Alpes. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et à vos côtés, Daniel Petitjean, vous êtes éleveur laitier et trésorier d'une CUMA. Merci d'être présent également. Alors, je vais vous donner la parole, Manon, pour nous en dire un petit peu plus sur les CUMA, nous présenter en quoi ça consiste et leur mode de fonctionnement. Très bien, merci. Oui, avant de passer la parole à Daniel qui parlera d'une CUMA en particulier, on va dire 2-3 mots sur qu'est-ce que le statut CUMA, qu'est-ce qu'une CUMA. Donc, une CUMA, c'est donc coopérative d'utilisation du matériel agricole. C'est une société à capital variable et qui est régie par des règles qui sont gérées par le HCCA, le Haut Conseil de la coopération. Le but, ce n'est pas un but lucratif. Le but, c'est de mutualiser des moyens pour les agriculteurs pour pouvoir produire à moindre coût. Donc, c'est régi par des règles. Il y a une gestion démocratique, c'est un homme égale une voix. Enfin, un homme, c'est un associé égale une voix. Et l'activité, elle est dédiée à ses adhérents. Donc, voilà, il faut adhérer au projet. Très bien, c'est bien d'adhérer. Merci, monsieur. Dans les principes d'une CUMA, les principes de base, une CUMA, c'est au moins 4 adhérents, donc 4 exploitations agricoles, qui prennent du capital social, s'engagent dans un projet collectif, et puis qui ont une identité avec un nom, un siège social, des statuts pour savoir comment fonctionner, et un règlement intérieur pour aller un petit peu plus loin. Les CUMA dans la région, pour donner quelques chiffres, donc au niveau national, 11 500 CUMA, 1500 au niveau de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc un réseau avec en moyenne 23 adhérents par CUMA, donc 23 agriculteurs. On dit qu'un agriculteur sur 2 sont en CUMA, on fait plus que le dire, c'est le cas d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le collectif? On pense souvent CUMA, c'est partage du matériel, des moyens de production, du tracteur, de l'épandeur, etc. Mais on peut aller au-delà. On peut travailler sur les énergies renouvelables. On en a parlé l'an dernier ici même. Et puis, alors là, je regarde un peu plus près, j'y vois pas bien. Voilà, une CUMA, elle peut porter un hangar, elle peut mutualiser. Oui, je peux me lever. L'achat de carburant, voilà, porter un projet photovoltaïque. Donc, voilà, ça va au-delà du simple matériel, et on va en parler avec Daniel, où ils sont allés dans la réflexion collective et pas juste la mutualisation des moyens. Merci Manon. Alors Daniel Petitjean,
Vous êtes éleveur laitier, je l'ai dit. J'aime bien quand même, quand j'ai la chance d'avoir des agriculteurs sur cette scène, que vous preniez quelques minutes pour nous présenter un peu votre exploitation avant qu'on parle d'écuma. Très bien. Bonjour à tous. Quand la salle sera pleine, ça sera encore mieux, mais ça va arriver, quoi. On va vous faire venir. Donc moi, je me présente, Daniel Petitjean. Je suis agriculteur dans le département du Rhône. Avec la particularité, je suis en zone périurbaine. On est à côté de Lyon, hein, donc avec une pression foncière qui est assez importante, des exploitations très déstructurées. Voilà. Pour ma part, je me suis installé en 1993 sur une petite exploitation qui avait 25 hectares et 50 000 litres de lait. Et je me suis mis en GEC en 98 avec mon frère et on est monté à 300 000 litres de lait à deux. Voilà. Et entre-temps, en fait, 3 jeunes agriculteurs sur ma commune, on a créé une CUMA, la CUMA de Polionnais. Et on est parti avec une bétaillère et un broyeur. Voilà. Donc ça, c'était il y a 25 ans, 93. Oui, ça va faire 30 ans. 95, on a créé la CUMA, donc ça fera 28 ans. 28. Voilà. Et donc au départ, l'idée de départ, c'est partager du matériel. Donc, l'idée de départ, oui, c'est que on était jeunes, on venait de s'installer et financièrement, des petites structures, on n'avait pas les moyens financiers de se payer le matériel. Et à l'époque, on a croisé donc l'animateur de la FD CUMA du Rhône et on avait soit l'idée de se raccrocher à une CUMA voisine, soit d'en créer une sur la commune. Et le choix était de créer une CUMA. Et à l'époque, à 3 jeunes, alors on n'était pas que 3 jeunes agriculteurs, mais 3 jeunes agriculteurs, on a porté ça et on avait démarré avec 7 agriculteurs, alors que local sur la commune de Polionnais. Voilà. Et après, on s'est étendu. Aujourd'hui, on s'est étendu on est sur plusieurs cantons et on est aussi sur la métropole de Lyon. Voilà. Et aujourd'hui, vous comptez combien on dit des adhérents alors C'est ça. Ouais. Donc la CUMA, c'est 45 adhérents. Voilà, avec, on va dire 25 actifs. Qu'est-ce que ça veut dire 25 actifs? C'est qu'en fait, il y a des adhérents qui viennent chercher ponctuellement une machine. Ils sont adhérents, malgré tout. Mais par exemple, on a un coupeur-fendeur pour faire du bois de chauffage. On a un enfance-pieux. Donc, les gens viennent chercher qu'une machine. Puis après, donc, sur les 45, il y en a vraiment 25. C'est les plus actifs qui font le plus, qui travaillent beaucoup avec la CUMA. Et la particularité donc, sur mon territoire, c'est que il y a 2 CUMA sur des communes l'une à côté de l'autre et ces 2 CUMA offrent à un jeune qui s'installe en maraîchage, en arboriculture ou en élevage la possibilité d'accéder à 100% du matériel qu'elles détiennent. Aujourd'hui, les 2 CUMA, c'est 85 machines. Ça va de l'automotrice à moissonneuse-batteuse, au tractopelle, l'enfonce-pieux, toutes les machines qui en a besoin, tracteur, télescopique, travail du sol, semis, récolte, enfin tout. Et du coup, ça permet à des jeunes de s'installer en limitant l'investissement, puisqu'ils n'ont que des parts sociales à prendre. Et après, c'est au coût à l'utilisation. Donc en clair, 85 machines, en termes d'investissement, c'est plusieurs millions, quoi, en fait, ils ont accès à ça, quoi, là. Et avec des CUMA ouvertes. Voilà. Et donc ces 2 CUMA, elles travaillent ensemble et jamais elles se font de concurrence. Voilà. S'il y en a une qui investit, l'autre n'investit pas et on travaille ensemble. Et d'ailleurs, on verra sur le projet que vraiment, il y a vraiment une entente très importante puisque les adhérents des 2 CUMA sont à peu près sur le même territoire. Voilà. On est imbriqués l'un dans l'autre. Voilà. Et donc là, effectivement, vous avez développé, on peut dire, un projet avec la CUMA, un projet de séchage en grange, c'est ça? Oui, alors l'histoire est partie en 2012. Sur mon territoire, donc on est en zone à côté de Lyon, zone séchante, des coteaux, et on plantait de plus en plus de maïs, fourrage. Et pour équilibrer la ration, il fallait du tourteau, et pour faire ruminer les vaches, il fallait de la luzerne. Et on travaillait avec notre coopérative, et elle nous trouvait que de la luzerne qui venait d'Espagne. Et là, on s'est dit, il faut qu'on arrête, parce que là, vraiment, on est au bout de quelque chose. Et donc, il faut qu'on réfléchisse. Et là, c'est là que intervient l'AFD et l'AFR, qui venaient de se réorganiser au niveau régional, et où l'idée était d'aller là où on était, les CUMA, on venait juste chercher une subvention à la région, Auvergne ou Rhône-Alpes. Là, on venait chercher un accompagnement des animateurs, accompagnement des fédés et tout ce travail-là. Voilà.
Et donc, on a été accompagné par l'AFR. Je vais peut-être passer la parole à Manon. Oui, comment est-ce que vous avez Voilà. accompagné du coup la CUMA? Alors, déjà, il y a une phase d'écoute. Souvent, on a besoin de faire le point quand une CUMA nous pose une question, de savoir si la demande elle est partagée, quel est le projet. Donc, c'est vrai qu'on va re-questionner. Et ce qui est génial, c'est qu'on a pu... Tu as dit quelle année? Non, je vais te parler de après, je pense. Alors 2012 et après, Tu as dit en 2012. 2016, on a creusé Voilà. par rapport au- C'est ça, exactement. Oui, 2012, j'allais parler de 2016 directement. Donc, quand on a vu qu'il y avait un projet qui se dessinait et ça collait avec, ça collait bien avec un projet GI2E, donc groupement d'intérêt économique et environnemental. Donc, un GI2E a été monté donc, par la FRCUMA avec un appui au niveau local. Quand vous dites a été monté, c'est un dossier ou c'est une structure? Non, C'est un dossier. c'est un dossier avec une reconnaissance, une labellisation pour un projet qui va permettre d'accompagner sur des changements de pratiques profonds. On est plus que sur un accompagnement ponctuel. Parce qu'on faisait de l'accompagnement ponctuel déjà, mais là, il fallait aller plus loin, passer plus de temps, pouvoir avoir accès à de la formation, avoir accès à des aides complémentaires. Tu en diras peut-être plus après. Voilà, donc du coup, c'est tout un processus et un accompagnement avec plusieurs structures, mais le GI2E permet d'avoir un accompagnement sur un temps long avec différentes phases dans le projet de suivi, quoi. Donc ça, en 2016, il faut réfléchir parce que sinon, on serait parti tête bourrinée comme des fous. On va faire de la luzerne et c'est parti. Et donc, avec le travail de l'AFD-CUMA du Rhône, l'AFR et le contrôle laitier, donc un spécialiste, Michael Coquart, qui est spécialiste sur le prairie multi-espèces, le GI2E a été orienté sur quelle prairie multi-espèces adaptée à notre territoire, avec l'objectif à plus ou moins long terme de mettre ça dans ses choix. Donc vraiment, il y a tout un travail de réflexion qui a été mené sur ces... Et on a fait des essais chez les agriculteurs. Et on a essayé quoi? On a essayé de planter de la luzerne, quoi. Il n'y a rien d'extraordinaire dans ça, sauf que sur ma CUMA, il y a un agriculteur à 55 ans, il dit s'il n'y avait pas eu la CUMA G2E, j'aurais jamais mis de luzerne de ma vie, quoi. Donc c'est qu'en fait, collectivement, on a essayé, il y a des gens qui ont essayé des choses. Voilà. Et c'est ça la force du collectif par rapport à ces questions. Voilà. Ça l'a rendu possible finalement, ce projet. Alors là, ça a rendu possible la possibilité de mettre de la luzerne. On n'a encore pas la phase du projet. Vous allez trop vite là. 10 ans, hein. Les étapes. Voilà, vous brûlez les étapes en fait. Il y a toute une phase de réflexion par rapport à ça pour vers quoi on tend. Voilà. Avec une évolution sur qu'est-ce qu'on allait mettre dans ces choix. Au début, c'était que de la luzerne. Après, on est parti sur des prairies multi-espèces. On est allé visiter dans le cadre, donc ça c'est la AFR qui a mis en place une formation. Et la formation, c'est pas dans une salle fermée, on est allé visiter dans le Doubs, voir des exploitations qui avaient des séchoirs et comment ça se passait. Et on est allé visiter plusieurs méthodes de séchage, soit sécher des bottes rondes, soit de sécher du vrac, soit de sécher autrement, plus des nouvelles technologies. Voilà. Donc il y a eu un gros travail et puis plein d'essais dans les exploitations. Il y a plusieurs agriculteurs qui ont mis des essais en place, des bandes de 6 mètres de large avec des essais de prairies pour voir qu'est-ce qui correspondait le mieux à notre territoire en fait. Voilà. Il y a une question que j'ai envie de vous poser maintenant parce que vous dites effectivement vous avez pris du temps pour réfléchir, pour aller voir, pour faire des tests. Tout ça, ça prend énormément de temps. Le métier d'agriculteur en soi, il est déjà pas forcément reposant. Comment vous avez fait pour trouver du temps pour mener ce projet, cette réflexion autour de ce projet et continuer à faire votre métier? Alors moi, ce que j'aime dire, parce que je suis beaucoup porté sur la formation, je suis dans le réseau CUMA où je suis été amené à prendre des responsabilités. Juste pour vous dire, aujourd'hui, les gens sont à Cournon, ils ont pris le temps de venir. Donc quand on me dit que j'ai pas le temps, je dis non. Tu ne prends pas le temps. Maintenant, quand tu vas à Cournon, tu prends le temps d'y aller. Donc tu es capable de dégager du temps. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, c'est que quand on fait des essais sur son exploitation, à plusieurs, ce jour-là, on est en salle, on est en cadre de travail et on va voir ce qu'on a mis en place, nous, et qu'est-ce qu'on a fait. Et en fait, donc on a créé un groupe WhatsApp, vous savez, sur les téléphones,
On envoie rendez-vous à 10 heures à telle parcelle. On a l'animateur de la FDQMA, on a l'animateur du contrôle laitier. Et on va visiter ce qu'on a fait. Et puis pendant l'hiver, on a aussi un travail. Et les gens viennent. Si on vient parce que vraiment il y a de l'animation, on travaille pour nous. Et on n'est pas venu pour rien, quoi. On sait pourquoi on vient. Et résultat des courses, il y a des hivers, on a fait jusqu'à 6-8 jours de formation avec 25 personnes qui se déplacent. Donc en fait, c'est comment quelque chose qui soit intéressant, qui donne envie. Qui donne du sens. Voilà, qui donne du sens. Et les gens viennent, c'est pas un souci. Et aujourd'hui, moi j'envoie un SMS et il y a encore 15 personnes qui se débarquent, qui débourrent. Voilà. Parce que le GI2E, il a été reprolongé. Là, on est déjà à 2 prolongations. Ça dure 3 ans l'animation et on l'a reprolongé de 3 ans et il a été encore reprolongé. Non, il a été prolongé de 4 ans. Voilà. Donc si on reprend notre chronologie, donc vous avez fait des parcelles, des petits tests là, vous avez dit, et ensuite ensuite, ça a été la recherche de financement aussi. Alors là, on a été aidé par le territoire, voilà, puisque on a rencontré alors, juste revenir en 2012, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai vu des élus de territoire, la communauté de communes, la CCVL, commune des Coteaux du Lyonnais, qui voulaient aider l'agriculture. Ils ne savaient pas trop comment. Et ils avaient l'envie que l'on implante une fruitière pour faire fructifier notre lait. Sauf qu'on n'implante pas une fruitière comme ça. Il y a des réflexions. Et là, ce jour-là, j'aurais dit, nous, on est en train de réfléchir. On peut travailler les produits, mais on peut aussi travailler les charges. Et donc, on est en train de réfléchir sur un projet de séchage en grange. Et donc, ça, c'est resté dans les tuyaux, des relations avec eux, avec la chargée de mission territoriale. Et avec la FDQMA, donc on a monté le projet. Et le projet, du coup, de financement a été sectionné en plusieurs parties, puisqu'on est sur un investissement de 1 million. Et on a touché 700 000 de subventions, mais de 6 à 8 partenaires. Ça a été de la compensation, ça a été de l'argent de la métropole, ça a été de l'argent du département, ça a été de l'argent de la région, ça a été de l'argent de l'Europe, ça a été de l'argent de la communauté de communes, ça a été de l'argent du SAGIR. Du coup, beaucoup de personnes ont été acteurs dans ce projet et ils voulaient que ça sorte. Ils avaient vraiment envie, parce qu'on est en zone périurbaine et ça permet l'installation. Voilà. Sur le séchage, donc aujourd'hui, c'est 11 exploitations engagées, 19 agriculteurs, c'est 3 jeunes agriculteurs qui étaient en 2019 quand on a vraiment attaqué le projet. Et c'est 3 qui vont s'installer d'ici 2 ans, des jeunes. Donc en fait, le projet, il correspond aux besoins qu'il y a aujourd'hui. vous avez cité là tous les acteurs qui vous ont financé, c'est-à-dire que pour chaque acteur, c'est un dossier à faire. Plusieurs dossiers, oui. Là-dessus, vous les accompagnez sur le montage des dossiers, parce que c'est lourd. Oui, il y a une phase aussi politique de rencontre que vous avez beaucoup fait, mais parfois il y a un appui aussi de la Fédération des CUMA pour remettre ça dans le contexte, parler des enjeux. Et après, sur le montage, évidemment, du montage administratif et financier à faire. C'est du travail, c'est du temps de travail aussi. En plus, le travail d'animation du GI2E entre-temps. Oui, et le travail d'animation du GI2E qui était... Il continue. Alors aujourd'hui, vous en êtes où donc avec ce projet-là? Vous m'avez dit, vous avez mis en marche l'art il y a quelques temps en fait, c'est tout récent. Je vais juste finir dans comment on est arrivé. Donc comme je disais, nous, on voulait produire de la luzerne pour notre ration. Mais sur mon territoire, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'on est approche de Lyon. Et il y a beaucoup d'agriculteurs qui partent en transformation et en vente directe. Et du coup, ils abandonnent, parce que sur ma CUMA, on a une ensileuse, sur la CUMA d'à côté. Ils abandonnent l'ensilage, ils passent en bio et en transfo. Et du coup, la CUMA ne répond plus à leurs besoins. Et en fait, la CUMA ne répond plus à besoin parce qu'on n'est plus à l'écoute de ces gens-là. Et qu'en fait, quand tu es en vente directe, ils ne veulent plus utiliser l'ensilage parce que ça a une mauvaise connotation auprès du consommateur. Et donc, ils veulent passer en foin. Et donc là, ce projet-là, pour ces gens-là, ça permet de répondre à leurs besoins. C'est-à-dire qu'on répond à des besoins de plusieurs. Et on a récupéré un jeune agriculteur qui est venu nous voir, qui dit moi, je suis dans une CUMA, ça ne bouge pas. Est-ce que vous m'acceptez sur la CUMA? Il est en Schrève, en bio et en transfo. Et en fait, aujourd'hui, le projet lui allait complètement. Et alors, ce qui est aussi sur notre CUMA, c'est qu'on est aussi dans la transmission, l'installation. Et ce jeune, donc où il y a 11 exploitations, comme j'ai dit, 19 agriculteurs, c'est lui qui est devenu responsable du site. C'est-à-dire qu'on met des responsables par activité. Moi, je suis responsable, par exemple, sur la CUMA
de tracteurs et de combinés de semis. Et lui, on l'a mis responsable du séchage. Une grosse responsabilité. Il m'a dit, mais moi j'ai peur par rapport à ça, comment je vais faire? J'ai dit, il m'a dit, tu te rends compte, il faut que je recadre des anciens, des vieux cons comme moi, il faut que je les remette en place. Et il l'a fait. Donc là, c'est vraiment la volonté qu'on a mis de transmission et tout ça. Donc, Et de monter en compétences, voilà. finalement. Et pour revenir, de plusieurs besoins, un truc, quelque chose répond aux besoins de ces gens-là. Et donc voilà, où on en était. Le plus gros souci, ça a été de trouver un terrain. Parce qu'il faut le centraliser, je n'ai pas dit, mais la CUMA, on a un rayon d'action qui est de 15 km. 15 km dans un sens, 15 km dans l'autre. Et avec, on est à côté de Lyon, quoi, avec des fois dans des bouchons infernales. Enfin voilà. Du coup, trouver un terrain avec la pression foncière, ça a été l'horreur. La communauté de communes en a acheté un pour nous le mettre à disposition. Sauf que le terrain qu'ils avaient acheté, j'ai dit, il ne correspond pas à nos besoins. Il était derrière un hypermarché. Et j'ai dit, on est en boule agriculture. Et si on veut un bâtiment de CUMA fonctionne, il faut que les agriculteurs passent. Et donc là, on a mis 3 ans pour trouver. Ça a été très compliqué. Et en fait, j'ai demandé au président de ma CUMA, qui lui avait un terrain qui était à peu près central, si sa famille voulait bien vendre le terrain à la CUMA pour qu'on puisse le mettre bâtiment. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, vous avez pu installer donc, le bâtiment. Voilà. Et le projet, il a été encore réagrandi derrière parce que la CUMA, nous, on a 45 machines et il y en a de partout. Et donc, c'était de mettre aussi un haut-vent pour stocker une partie des machines. Voilà. Et on stocke aussi, du coup, les machines de la CUMA des vallées à côté. Alors, pas tout, mais une partie des machines. Ce qui fait que ça nous aide aussi financièrement par rapport à ces questions-là. Donc, c'est pour ça que c'est un projet global. Voilà. Donc le bâtiment a été construit, il a attaqué en novembre 2022, il a été fini en novembre 2021, fini en septembre de l'année passée. On a attaqué, on a juste commencé, mais vraiment on a travaillé, on a attaqué au mois d'avril, vraiment les premiers fourrages qu'on a mis dedans. Voilà. Et alors, vous avez déjà des résultats? Comment est-ce que ça ressemble à ce que vous souhaitiez? Alors, sur mon exploitation, nous, je suis en GAEC avec mon frère, comme je l'ai dit, on est 2 associés. On a poussé jusqu'au bout. Et si je prends mon exploitation, alors le travail, il a commencé depuis 2016, où on est parti sur des prairies multi-espèces, on est parti sur autre chose. Sur mon exploitation, avant, on faisait sur 90 hectares, on avait 16 hectares de céréales, 7 de colza. Alors, on était déjà précurseurs, puisque on avait déjà travaillé, on voulait travailler sur l'autonomie, c'est-à-dire produire notre concentré. On avait investi aussi en cumin dans une presse à huile pour faire de l'huile et du tourteau. Mais ce truc-là ne répondait pas tout à fait à l'objectif parce qu'on ne pouvait pas substituer complètement le tourteau de soja ou de colza. Donc, il y avait ça, mais on l'avait réfléchi, on en était là. Il y avait donc 16 hectares de céréales, 7 de colza, 10 à 12 de maïs et 2 de soja. Et tout le reste était en herbe. Et aujourd'hui, après, où on a évolué, on n'a plus que 12 hectares de céréales et 6 de maïs et on a tout mis en prairie. Et des prairies longue durée. Mais si je prends, notre exploitation, où vraiment on a poussé jusqu'au bout, si je prends, là on arrive vraiment cette année où on produit du fourrage de haute valeur alimentaire. On n'a pas acheté un seul kilo de tourteau, de soja ou de colza pour équilibrer notre ration depuis le début de l'année. Pour nous, sur l'exploitation, c'était entre 18 et 20 000 euros. Je vais avoir le coût, bien sûr, du séchage qui va tourner entre 8 et 10 000 euros. Et là, il y a un détail de 8 000, quoi. Et sans compter que le tourteau, il a été multiplié par 2 entre-temps. Ça, c'est la première chose qui a été faite en concret. Mais la deuxième chose que j'ai expliqué l'autre jour à mon frère, en concret, qu'on n'analyse pas, c'est en mettant plus d'herbe. Alors oui, on produit un peu moins d'herbe, on produit moins de fourrage. L'année passée, nous, on produisait 350 000 litres de lait avant, on vendait de la céréale et on avait quelques bêtes à la viande. Aujourd'hui, on produit plus que 300 000 litres de lait parce qu'on n'arrivait plus à produire assez de bouffe d'alimentation sur notre exploitation. On produit plus que 300 000 litres de lait, on vend plus de viande à les côtés et on vend presque plus de céréales. Sauf que quand on retourne des prairies pour mettre des céréales, cette année, il n'y a pas eu besoin de désherber. Donc 2 300 € d'économie. On est passé sur une consommation d'ammonitrate de 17 tonnes à 10 tonnes.
Donc il y a tout un effet. Et on a fait des rendements comme on n'a jamais fait à 60 quintaux. Chez nous, c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, pour certains territoires, c'est rien, mais nous, on est plutôt à 30-40. Donc voilà. Donc on s'est remis complètement en cause et on a des effets qui arrivent maintenant. Et on aura certainement des effets bénéfiques qu'on ne mesure pas encore, c'est sur le troupeau. La santé du troupeau. Pourquoi? Parce qu'on va utiliser moins de concentré et du coup, tes vaches, tu auras moins de problèmes métaboliques. Donc, il va y avoir des versions. Et les vaches, elles mangent de l'herbe. Et donc, aujourd'hui, donc le jeune, par exemple, Jean-Baptiste, qui était en chèvre, cet été, il n'arrivait pas à faire ses fromages. Et je lui dis, mais Jean-Baptiste, il faut que tu te remettes dans la tête que le fourrage qu'on fait là, alors c'est pas que de la luzerne, hein, il y a aussi des prairies multi-espèces, c'est du concentré, c'est pas du fourrage grossier. Nous, on équilibre notre ration avec du fourrage, du foin séché en grange, parce qu'il a une valeur alimentaire qui est au-delà d'un ensilage, au-delà d'un foin. Voilà. Parce qu'on utilise une technique qui est assez nouvelle, c'est un système de désu, où on enlève l'humidité de l'air pour sécher notre foin. Ce qui permet qu'au 15 avril, nous, on a fauché notre première coupe, on l'a rentré le 19, et une semaine plus tard, on le mettait en botte. Dans un séchoir normal, c'est impossible. Voilà. Et du coup, ça permet de saisir et de garder toute la valeur alimentaire, toute la qualité du fourrage. Voilà. Parce que l'herbe, c'est extraordinaire. Au printemps, on fait de l'herbe extraordinaire. Et là, vraiment, ça saisit, ça sèche quand il faut. Et alors, l'inconvénient, c'est qu'il faut utiliser de l'énergie. Il faut de l'électricité, parce qu'il faut faire tourner. C'est une désu. La désu, c'est un radiateur qui est aussi grand qu'ici, où l'air passe dedans. Si on capte l'air du toit, elle est chauffée. Il y a un double toit, on chauffe l'air. Si l'air est sec, elle va directement au ventilo, elle souffle dans les cellules. Si l'air est humide, elle va passer par la désu. Et la désu peut couler gros comme un petit doigt. Hein. De l'eau qu'elle retire de l'humidité de l'eau qu'elle retire du fourrage. Voilà. Quand on rentre par exemple 8 tonnes à 50% de matière sèche, sur 8 tonnes, on va enlever 4 tonnes d'eau. Donc c'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, ça coule en permanence. Voilà. Et cette eau, elle a un goût de verre. J'avais dit aux gens qui boivent du pastis, là, trouvez-nous quelque chose qu'on valorise cette eau verte, parce qu'elle a un goût de verre, en fait. Et du coup, on a un fourrage qui est extraordinaire, qui vaut un concentré. Quoi. Il est équivalent à un concentré de production. Donc, il faut le réutiliser, il faut l'utiliser d'une autre façon par rapport à ça. Donc, on s'est tout remis en cause. Et là, on n'est qu'au début de ce qui se passe. Hein. On n'a encore pas tout palpé. Ça fait évoluer finalement vos pratiques. Et c'est l'adaptation au changement climatique, on y est dedans. Et alors l'autre chose, c'est qu'on irrigue un peu chez moi. Et du coup, on ne va plus arroser. Alors nous, on a mis moins de maïs, hein, comme j'ai dit, que 6 hectares. On a gardé de l'eau pour arroser ces maïs, ces 6 hectares. Mais on a gardé de l'eau surtout au printemps. On a fait une première coupe et on a arrosé de l'herbe derrière. Et on a mis 40 mm et on a fait des coupes de 3 ou 4 tonnes de matière sèche. Et on a fait un super fourrage en fait. Parce que la luzerne, pour qu'elle soit très bonne, il faut qu'elle pousse. Idéalement, il faut la couper tous les 35 jours. Donc si elle ne pousse pas beaucoup, il n'y aura pas beaucoup. Si on arrose, on aura un peu plus d'herbe et on a un super fourrage. Voilà. Donc on s'est vraiment remis en cause. Et on n'est qu'au début de ce qu'on se remet en cause parce que les gens, il faut qu'ils comprennent qu'est-ce qui va se passer sur l'exploitation. Voilà. Plus les coûts indirects qu'il va y avoir. Quoi. Voilà. Donc, il faut y croire, hein. Ça c'est clair, il faut oser. Quoi. Voilà. Oui, puis il faut de la persévérance, parce qu'on l'a vu, ça prend du temps de monter un projet d'une telle ampleur. C'est ça, il y a eu plusieurs fois, parce que le projet 2012, les réflexions, et en 2020, ça commençait à s'effriter. Derrière, on retourne chercher des aides, parce que des dossiers, ça s'en est monté, je ne sais pas, une dizaine au moins. Alors, autre chose aussi, c'est qu'on est tombé juste pendant la période Covid où on s'est pris 100 000 euros d'augmentation de coût de la charpente. Donc, ça a été très important. Et là, on est retourné chercher des aides et on ne voulait pas louer le toit, on ne voulait pas mettre des panneaux photovoltaïques sur le toit. Et en fait, il y a un agriculteur sur le territoire qui me dit tiens, il y a une association de territoire, une association comment on l'appelle de citoyennes qui investit dans les énergies renouvelables. Et du coup, on a pris contact avec eux et du coup, on a loué le toit. Vous l'avez loué pour qu'ils On loue le toit et ils installent des panneaux photovoltaïques. Voilà.
Et ils vous versent un Ils vont nous loyer. verser une dividende. Et indirectement, en fait, il y avait des élus qui étaient présents, parce que c'est une association de territoire, il y a pas mal d'élus de communautés communes. Et c'est en avril 2022 où on m'annonce le raccordement électrique qui n'avait pas vraiment été prévu à ce budget-là, à 140 000 euros. D'un coup, là, Vous aviez estimé à combien? j'avais négocié avec le commune qui nous mettent l'électricité, l'eau et le terrain pour 30 000 euros. Ils m'ont dit 30 000 euros. Je leur ai dit, vous êtes un peu léger en budget, ça ne va pas le faire. Et là, 140 000 euros. Donc là, tu repars. Et puis pendant ce temps, j'ai mon maire qui a travaillé sans me le dire et qui allait négocier avec le SAGIR. Alors, SAGIR, c'est syndicat électrique du territoire. C'est-à-dire que dans le Rhône, il y a 200 communes, les communes du Rhône, en fait, qui travaillent, qui ont un syndicat pour gérer l'électricité. Et il est allé négocier avec eux que le raccordement soit gratuit, en fait. Et au bout du compte, c'était 90%. Et la commune a mis le reste. Ce qui fait que le raccordement nous a coûté zéro, en fait. Et tout ça parce qu'on a lié la commune, on a lié cette association de territoire, on a lié des élus qui avaient envie que le projet sorte. Et c'est ça qu'il faut faire. En fait, il faut aller voir les gens et c'est comme ça qu'on avance. Et travailler ensemble. Voilà, et travailler ensemble. Et donc, on a eu aussi, alors ça c'était aussi une autre découverte, une association qui promue l'art contemporain. Vous dites, qu'est-ce que c'est? Quel rapport Quel est le rapport avec le fourrage? avec le fourrage? Et en fait, c'était l'année passée, ils étaient, donc c'est sur ma commune, où il y a une association, c'était une dame qui était artiste, et sa sœur continue à faire vivre cette association, qui promue l'art contemporain. Donc l'art contemporain, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un truc joliment dessiné. Oui, c'est pas figuratif. Voilà, c'est plus... voilà. Et ils voulaient faire quelque chose sur, avec la ruralité et avec le foin. Et j'ai dit, nous, on doit promouvoir, parce que la population s'est extrêmement posé des questions. Qu'est-ce que c'est ce truc qu'ils construisent? Le bâtiment, je ne l'ai pas dit, c'est 1600 mètres carrés, 13 mètres de haut, c'est un gros bâtiment, quoi. Ça se voit. Voilà, ça se voit. Qu'est-ce qu'ils font? Il y a eu des réunions avec les maires et avec des gens de la commune, et des communes environnantes pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait. Et là, on avait besoin d'expliquer. Et donc, l'association a voulu qu'on crée un partenariat avec eux, où eux, ils allaient faire une sculpture avec du foin, avec des artistes qui sont venus pendant une semaine, qui ont travaillé avec les écoles, qui ont travaillé, qui étaient pour montrer ce qu'ils faisaient. Et nous, on a fourni le foin et on était présents simplement pour expliquer qu'est-ce qu'on faisait dans ce séchoir. Donc, voilà, on a allié des contacts bizarres de ce genre de relations, voilà. Et là, donc, on va faire l'inauguration du bâtiment le 20 et 21 octobre. On est tous invités. Voilà, vous êtes tous invités. Alors, les professionnels agriculteurs sont surtout invités le vendredi après-midi si vraiment ils veulent comprendre la technique, comment on a fait. Le samedi, ça sera plus l'inauguration, on va dire, officielle. Et l'après-midi, le samedi après-midi, on ouvre au grand public. Voilà, parce qu'il faut qu'on explique et pourquoi on a touché des aides et pourquoi on a touché pourquoi on a fait ça et toutes ces questions-là. Voilà. Manon, vous qui voyez passer plein de projets, quelle est la spécificité du projet qu'on vient de nous présenter? En tout cas, En quoi il se distingue peut-être de ce que vous voyez d'habitude? oui, sa grande force, c'est d'être multi-thème, on va dire, puisqu'on a parlé du photovoltaïque, on a parlé de l'autonomie énergétique, on a parlé de changement de pratique en lien avec ça, et puis le lien au territoire, la transmission, voilà, en fait, il coche plein de cases, et ce qui est pas courant et ce qui est exemplaire. Donc voilà, c'est un projet qu'on aime à faire voir. Voilà, donc, et puis Daniel adore en parler, vous l'avez entendu. Remarqué. Donc, non, voilà, il coche beaucoup de cases et puis et tout en étant très cohérent et puis voilà, nous on a travaillé sur l'innovation et on a eu un stagiaire qui a montré que l'innovation a mené l'innovation et c'en est la parfaite illustration parce que voilà, on part d'une problématique et on va sur plein de champs différents et qui vont dans le sens de l'avenir, donc voilà, c'est très positif pour nous. Et si on veut aller... moi, je suis élu aussi au niveau national. C'est en Bretagne, ils ont fait une étude. Ils ont montré que simplement le fait qu'il y ait des CUMA sur le territoire, il y avait une utilisation moindre de 8% des produits phyto. Pas parce que les gens ont travaillé, rien. Le fait qu'il y ait une CUMA sur le territoire, les gens vont oser des choses. Sur ma CUMA,
On est en train de faire un bouleversement. Moi, sur mon exploitation, comme j'ai dit, je n'ai pas utilisé de phyto sur les céréales cette année. J'ai utilisé que sur 6 hectares de maïs. Et le reste, plus. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans des bouleversements. Mais ça ne veut pas dire qu'on arrête tout, parce qu'il y en a un besoin aussi un petit peu pour nous aider techniquement. Mais on s'est remis en cause. Et du coup, on a fait bouger les choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, un agriculteur à 55 ans, pour la première fois de sa vie, il a mis de la luzerne. S'il n'avait pas été dans l'acumen G2E, il ne l'aurait jamais fait. C'est oser, en fait. C'est ce que j'allais dire, c'est que la CUMA vous donne l'énergie pour oser, finalement. On regarde par-dessus la prairie ce que font les autres. Et là, c'était bien parce on pouvait même aller dans la prairie des autres. Qu'est-ce qu'ils avaient fait pour dire non, je ne te montre pas ce que j'ai fait chez moi, parce qu'il y en a, ils avaient fait mieux que nous, mais il y en a qui ont fait plus mal. Donc, mais là, vraiment, en plus, tu pouvais aller être dedans, dans le groupe, dans ce chose-là. Donc, on avait fait aussi une journée, donc ça, c'est l'AFR qui avait demandé, sur l'innovation en cumin, le 16 mai, où il y a 200 personnes qui ont été présentes sur l'innovation, où on a mis en avant des cumas de tout le territoire Aura, pour montrer qu'est-ce qu'on pouvait faire en cuma. À la base, c'est les machines, mais aujourd'hui, ce n'est pas que les machines, ça peut être autre chose aussi. Quelles sont peut-être les prochaines étapes, les prochains projets? Parce que j'ai l'impression que voilà, les prochains vous ne projets. manquez pas d'idées. Non, on ne manque pas d'idées. Et, alors, il y a une étape déjà, on a fait un lac en cuma aussi en 2012. Et là, on va en faire d'autres. Et on a aussi permis l'extension de réseau. Alors, nous, on est à côté du Rhône. Et donc, il y a un territoire que, depuis 1976 où il y a de l'irrigation avec l'eau prise dans le Rhône. Ça a permis l'extension parce qu'on a expliqué qu'on n'arrosait pas du maïs, mais qu'on allait arroser autre chose. Donc, ça a permis. Et parce qu'on se remettait en cause sur certaines pratiques et sur tout ça. Donc, ça a permis ça. Et puis, on a fait des formations donc, accompagnées par l'AFR et la Chambre à l'époque, en 2016. Et l'idée, c'était d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire peut-être de faire une fruitière et de revenir à la boucle qu'avaient fait les élus de 2012. Cette étape-là, je ne sais pas si on va y arriver parce que c'est quand même complexe et on est quand même de moins en moins d'éleveurs. Mais il reste toujours un brin de se dire, peut-être qu'on ira. Et moi qui croise des gens dans le réseau, j'en ai vu dans les Hauts-de-France où voilà, ils ont créé une coopérative où ils transforment du lait aujourd'hui. Mais peut-être que ça sera la future génération en fait, qui ira là-dessus. C'est peut-être trop tôt encore. Voilà. Parce qu'on l'a vu avec le Covid, où il y a eu une poussée et une chute libre. Mais peut-être que demain, ou le carbone, ou les déplacements, ou consommer local, enfin, peut-être que demain, ça sera faisable, quoi. Mais nous, on sera déjà à 3/4 près, quoi. On est prêt à y aller, quoi. Peut-être une question pour tous les deux. Quel message vous auriez eu envie de dire à des personnes qui ne sont pas encore dans une CUMA pour que soit elles rejoignent une CUMA ou qu'elles en créent une? C'est quoi l'argument choc? Non, Daniel l'a dit, mais la CUMA, ce n'est pas que du matériel, c'est avant tout des hommes qui vont partager une idée, un projet, s'entraider. Et sur tous les plans, l'idée, c'est de positiver, quoi, une agriculture positive grâce au collectif. Alors moi, comme je vous l'ai dit, moi je suis marié, je suis en GAEC, je suis en CUMA, je suis dans d'autres groupes aussi. Je ne conçois pas qu'on puisse travailler tout seul. Ça, je ne comprends pas. Donc je me dis déjà, comment se fait-il qu'il n'y ait pas 100% des agriculteurs en CUMA? Mais c'est parce qu'on ne leur a pas montré ce qu'on pouvait faire, parce qu'on ne les a pas amenés sur le terrain. Et donc c'est aussi ça, l'objectif demain, c'est qu'on soit présent dans les écoles, parce que ça, on ne l'a pas dit aussi. Il y a la volonté de la FR Aura et au niveau national d'être présent dans les écoles pour justement parler de ces projets qui peuvent intéresser les jeunes. Et notre projet, le projet de Macuma en est un témoignage, c'est que ça fonctionne, quoi. Voilà. On accueille des jeunes et ça permet la transmission et l'installation. Merci. Voilà, donc foncez, il faut y croire, il faut des leaders, mais on peut tout faire en CUMA, il suffit de tenir la route et de bien être accompagné aussi, de bien se faire accompagner. Et pas dire on ne peut pas tout faire tout seul, c'est pas possible. Bien savoir s'entourer. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Est-ce que nous avons des questions dans la salle ou des réactions? Parce que là, on a eu un témoignage magnifique, plein d'énergie. Et ça aurait été super chouette d'avoir une question, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Si vous en avez une, vous me faites un petit signe et je viens avec le micro.
En tout cas, merci beaucoup à tous les deux et bravo pour ce projet. C'est vraiment, ça donne beaucoup d'énergie et j'espère que vous atteindrez vos objectifs et que voilà, vous pourrez développer ce mouvement et faire venir encore plus de gens dans l'ECUMA. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été présents avec nous. Merci. Merci à toutes et à tous. C'est la fin de notre cycle de conférences pour cet après-midi. Et bien sûr, un autre programme vous attend demain. Vous pouvez le retrouver sur les petits flyers qui sont à disposition. La première conférence aura lieu à 10h. Et le thème, c'est une conférence qu'on a faite déjà aujourd'hui, mais avec d'autres intervenants sur le montage d'une unité de méthanisation dans le contexte 2023 qui bouge beaucoup. Donc n'hésitez pas à revenir sur l'Agora. Je vous souhaite une très belle soirée sur le sommet de l'élevage.